Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment transformer une Boxster anglaise, c'est-à-dire avec le volant à droite, en Boxster avec le volant à gauche. Et normalement, si vous êtes sain d'esprit, vous n'aurez plus du tout envie de vous lancer dans un tel projet bien avant la fin de cette vidéo. Avant de commencer, on va clarifier un point. Cette opération n'est pas à la portée du bricoleur du dimanche qui n'y connaît rien. Il faut un minimum de compétences en mécanique. Par conséquent, contrairement à mes précédents tutoriels, cette fois-ci je ne vais pas détailler chaque étape car je pars du principe qu'une personne qui va se lancer dans un tel projet saura se débrouiller. Je vais donc juste vous lister tous les points qu'implique une telle transformation pour que vous mesuriez pleinement dans quoi vous allez mettre les pieds. Pour changer le volant de place, il y a deux façons de faire. Une minimale qui va vous prendre au moins une semaine de travail et une un peu plus complète qui implique de changer plus de pièces, ce qui va probablement doubler la durée de l'intervention. Comme j'aime bien être le plus exhaustif possible, on va aborder les deux cas de figure. Étape 1, se procurer les pièces. Il faut savoir qu'il y a un très grand nombre de pièces détachées à se procurer et qu'on en oublie toujours une. Donc le plus simple, c'est encore de se procurer une épave de 986 avec le volant à gauche qui va servir de donneuse. Mais attention, il est préférable de prendre une voiture de la même année ou au minimum de la même génération. En gros, sur le plan du câblage électrique, il y a 4 grosses périodes. De 1996 à 99 pour les 2,5 litres, puis pour les 2,7 litres et 3,2 litres de 2000 à 2001, puis de 2001 à 2002 et enfin pour les phases 2 de 2003 à 2004. Cela dit, il arrive qu'un tas de petites choses changent en cours d'année, donc même cette catégorisation par période n'est pas une garantie. La personne que j'ai suivie lors de la transformation d'une anglaise en conduite à droite a justement fait l'erreur de prendre une Boxster anglaise de 2000 alors que la voiture donneuse était un modèle de 2002. La conséquence, c'est qu'il a dû intégralement dépouiller l'anglaise pour ne conserver que les pièces de carrosserie. Tout le reste a dû être enlevé. Et croyez-moi, c'est énormément de travail. Donc pour s'éviter ça, il vaut mieux prendre une Boxster donneuse de la même année, avec la même motorisation, la même couleur intérieure et extérieure, et de préférence avec les mêmes options. En effet, le PSM ou le Traction Control implique tout un tas d'électrovannes sur le système de freinage que n'ont pas les Boxster qui en sont dépourvus. De même, il faut aussi faire très attention à l'option climatisation, car tout le système de ventilation qui est dans le tableau de bord diffère des modèles sans clim. Or, s'il est très facile de trouver des Boxster anglaises sans climatisation, c'est exactement l'inverse en France. La plupart des Boxster 986 françaises ont une climatisation. Par conséquent, il va être très difficile de trouver d'occasion des pièces de ventilation françaises pour une Boxster sans clim. En ce qui concerne l'option siège chauffant, c'est un peu différent car il est toujours possible d'ajouter après coup un câblage pour installer des sièges chauffants sur une Boxster qui n'en avait pas à la base. C'est juste un peu plus compliqué. Cela dit, vous aurez probablement à récupérer les sièges de la donneuse française, car il arrive parfois qu'ils ne soient pas symétriques. C'est notamment le cas sur les 2,5 litres, où il y a un réglage de profondeur côté conducteur qui n'est pas présent côté passager. Par contre, si vous avez des sièges full électriques à mémoire, alors laissez tomber la conversion. Car c'est une option tellement rare que vous n'arriverez pas à trouver les pièces d'occasion, notamment parce que les rétroviseurs et les sièges ont des capteurs de position qui n'existent pas sur les modèles standards. N'oubliez pas non plus la problématique des phares. Les phares d'anglaise sont faits pour éclairer le bas-côté gauche. Par conséquent, en France, ils ne sont plus légaux puisqu'ils éblouissent les conducteurs qui arrivent en face. Vous allez donc devoir les remplacer. Et dans ce cas-là, il faut garder à l'esprit qu'il existe deux types de phares. Les phares standards que l'on peut trouver autour de 200 et 400 € pièce, et les phares Xénon Litronic qui ont un correcteur électronique d'assiette et que l'on peut trouver d'occasion autour de 700 € pièce. Donc si votre Boxster anglaise a l'option Litronic et pas votre voiture donneuse, vous allez devoir débourser environ 1400 €. Alors s'il faut ajouter ce prix au prix de la voiture donneuse, ça commence à faire cher. Heureusement, il est toujours possible d'installer des phares standards sur une voiture qui a l'option Litronic. Bien sûr, vous n'aurez pas le correcteur électronique d'assiette, mais ça marche quand même. Avant de conclure sur les phares, je tenais à faire une petite parenthèse. Ce que je viens de vous expliquer est la procédure qu'il faudrait théoriquement suivre pour faire les choses dans les règles. Cela dit, j'ai eu le retour de 2 personnes qui ont importé une Boxster anglaise et qui ont quand même réussi le contrôle technique français en conservant leur phare d'origine.
L'un d'eux avait des phares standards, l'autre des phares Litronic. Pour réussir le contrôle technique de leurs phares, ils ont visiblement joué sur les réglages. Pour le phare standard, il faut utiliser cet outil que l'on va insérer dans le côté du phare en passant par le coffre avant. Pour les Litronic, il va falloir ouvrir l'arrière du phare pour atteindre un levier qu'il va vous suffire de basculer de haut comme original à T comme touriste. Ce levier sert à éviter d'éblouir les gens qui arrivent en face lorsque l'on visite un pays qui ne conduit pas du même côté que le vôtre. Alors c'est peut-être pas la solution optimale, mais c'est la moins coûteuse. Et puisqu'on parle d'argent, évoquons aussi la solution qui consiste à demander à un spécialiste de la pièce détachée de vous fournir un pack avec toutes les pièces nécessaires à la transformation. Ça vous coûtera au minimum 1 300 € si vous ne prenez que les pièces mécaniques, le tableau de bord et les sièges, et jusqu'à 3 000 €, voire plus si vous prenez en plus les boîtiers, le faisceau, le compteur et les phares. Cela dit, même si ça a l'air financièrement plus intéressant, c'est une mauvaise piste. Car il vous manquera tôt ou tard une petite pièce à la con que vous ou votre fournisseur aura oublié de vous donner. Et ça va bloquer votre chantier pendant plusieurs jours, le temps de la recevoir par la poste. Normalement, à ce stade de la vidéo, vous devez être en train de vous demander si cette conversion est vraiment une bonne idée. Et si vous n'avez pas encore renoncé, attendez de voir la suite. Étape 2, remplacer un minimum de pièces. Bon, on va partir du principe que, par miracle, vous avez réussi à trouver à pas cher une épave de Boxster qui va servir de donneuse et que cette voiture est de la bonne année avec les mêmes options et avec la même couleur de carrosserie et d'habitacle. On va donc voir comment faire la transformation en remplaçant un minimum de pièces. Et pour commencer, on va voir tout ce qu'il faut changer dans la partie avant du véhicule. Nous avons déjà évoqué les phares, mais il va aussi falloir remplacer les essuie-glaces avec tout le mécanisme dont la baie de pare-brise et le moteur. Devant le pare-brise, on va aussi retirer le filtre à air de l'habitacle que l'on va remplacer par un cache. Ensuite, on va mettre le filtre à air de la donneuse de l'autre côté. Passons au coffre avant où il va falloir tout enlever. L'ampli, le chargeur CD, remplacer les plastiques d'habillage et la moquette et surtout le réservoir de liquide de frein ainsi que le master vac. Et puisqu'on parle du système de freinage, j'en profite pour préciser qu'il va falloir remplacer le bloc ABS ainsi que toutes les durites qui parcourent la voiture. On va donc devoir retirer les plastiques de protection qui sont sous le châssis. Ça veut aussi dire qu'une fois que vous aurez remonté le système de freinage, il va falloir le remplir et surtout le purger. Alors si vous n'avez pas le traction control ou le PSM, vous pourrez faire ça chez vous. Par contre, si vous avez une de ces deux assistances électroniques de freinage, c'est-à-dire un de ces deux interrupteurs sur le tableau de bord, vous aurez besoin de la valise de diagnostic Porsche pour ouvrir les électrovannes et ainsi le purger. En clair, ça veut dire que si vous n'avez pas un ami qui a cette valise et qui peut venir chez vous, il va falloir apporter la voiture sur un plateau jusqu'au concessionnaire ou alors en trouver un qui accepte de se déplacer. Passons à la direction. Comme vous vous en doutez, il va falloir remplacer la crémaillère et la colonne de direction. Mais avant ça, il va falloir vidanger le circuit de direction assistée. Enlever une crémaillère n'est déjà pas une mince affaire en soi, mais il se peut aussi que les rotules vous réservent de mauvaises surprises. Sur la Boxster anglaise, on s'est rendu compte qu'il y avait une rotule en forme conique à droite, comme sur la donneuse, mais pas à gauche, car elle avait un embout en forme de cylindre. Dans ce cas, il faudra soit changer la rotule, soit la jambe de force complète. Bref, du boulot en plus. Même si le réservoir est du même côté sur les deux modèles, il va falloir quand même le remplacer, ainsi que ses supports, car la colonne de direction influence sa forme, ainsi que les pièces qui sont autour. Avant d'attaquer l'habitacle, il va falloir démonter le pare-choc pour accéder au loquet avant du capot afin d'intervertir le câble d'ouverture de secours avec celui qui est actionné par la poignée mécanique de l'habitacle ou le moteur si vous avez des interrupteurs. Déplacer le câble de secours est facile, mais ce n'est pas le cas pour le câble qui est actionné par les poignées de l'habitacle. Vous allez devoir tirer un câble du côté gauche de l'habitacle jusqu'au loquet en passant par l'aile. Précisons aussi que si vous avez des interrupteurs, le changement de place du système de capot va être beaucoup plus simple, car vous n'aurez pas à toucher à la partie arrière. Alors que si vous avez des leviers mécaniques, vous allez devoir enlever la capote pour passer le câble qui va de l'habitacle au coffre arrière. Sur la voiture sur laquelle nous avons travaillé, ce fut un peu différent, car comme je vous l'ai expliqué, nous n'avons pas utilisé de Boxster de la même année. Sur la Boxster anglaise, on avait des leviers mécaniques à câble pour ouvrir les capots, alors que la donneuse française avait des interrupteurs. Par conséquent, pour nous simplifier un peu la tâche, on a préféré laisser les leviers mécaniques à droite et installer les interrupteurs à gauche. Du coup, il a simplement fallu supprimer le câble de secours avant pour le remplacer par le câble tiré par le moteur.
Il faut aussi savoir qu'il sera difficile de récupérer certaines pièces. C'est notamment le cas de la grande plaque métallique située sous le pare-brise par lequel passe la colonne de direction et les câbles du faisceau électrique. C'est très difficile de récupérer cette plaque sans la tordre. C'est pour ça qu'il vaut mieux la racheter neuve pour un tarif situé autour de 100 €. Cela dit, comme Torii n'avait pas vraiment envie de dépenser plus d'argent pour cette transformation, il a trouvé une astuce. Il a découpé le châssis autour de la plaque, ainsi il avait toute la place nécessaire pour enlever proprement les morceaux de châssis et ainsi réutiliser la plaque. Passons maintenant dans l'habitacle. Il va falloir le dépouiller presque intégralement pour remplacer les sièges, la colonne de direction, l'émetteur d'embrayage, le pédalier, le tableau de bord et tout le système de ventilation qui est derrière. Pour limiter les coûts, sachez qu'il est parfaitement possible de conserver son compteur d'origine, car même si l'affichage des cadrans est en miles pour la vitesse et degrés Fahrenheit pour la température du moteur, vous pouvez parfaitement changer l'unité de l'affichage digital pour le passer en km/h pour la vitesse et degrés Celsius pour la température extérieure. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi ouvrir la façade avant pour remplacer les fonds de compteur par des versions en km/h ou en degrés Celsius, comme je l'avais fait dans cette vidéo. Le seul petit souci, c'est que ces fonds de compteur sont vendus assez cher. On les trouve en général autour de 70 €. Mais bon, c'est toujours moins cher que de racheter un bloc de compteur, et surtout ça vous créera moins de problèmes. En effet, si vous remplacez le compteur par un autre, le kilométrage affiché ne sera pas le bon. Pire encore, sur certains modèles comme ma Phase 2, j'ai cru comprendre que le poste de radio était électroniquement associé au compteur. Ce qui veut dire que si je remplace le compteur, l'autoradio refusera de fonctionner. Il faudra donc que j'aille chez le concessionnaire pour remettre le bon kilométrage et de nouveau associer le compteur à l'autoradio. Maintenant, on va évoquer la problématique du câblage. Il faut savoir que sur une anglaise ou une française, le boîtier informatique est toujours au même endroit, sous le siège gauche. Par contre, le boîtier de fusible change de place selon que le volant est à droite ou à gauche. Cette configuration vous offre deux options. Soit vous avez trouvé une Boxster donneuse française de la même année avec exactement les mêmes options, et dans ce cas, vous allez pouvoir prendre le faisceau électrique français et le brancher sur le boîtier informatique anglais. Soit vous n'avez pas trouvé une Boxster avec les mêmes options, et dans ce cas-là, vous allez devoir conserver votre faisceau électrique d'anglaise et l'adapter. La bonne nouvelle, c'est que le câblage est assez long pour déplacer la boîte à fusible de droite à gauche. Là où ça se complique, c'est pour les câbles d'alimentation des ceintures et des portières. Il va donc falloir enlever le scotch qui est autour du faisceau pour repérer le câble des ceintures, ainsi que des rétroviseurs et du barillet de la serrure. Et puisqu'on parle des rétroviseurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il va aussi falloir remplacer les commandes électriques, ainsi que les rétroviseurs eux-mêmes, car ils n'ont pas les mêmes miroirs à droite et à gauche. Ça veut donc dire qu'il va aussi falloir remplacer tout le faisceau électrique de la portière, ce qui est une opération assez pénible. Sachez aussi que déplacer le barillet de droite à gauche implique de récupérer les poignées de la donneuse. Et malheureusement, Torii avait une donneuse d'une couleur différente. Par chance, il s'est avéré que les deux couleurs s'harmonisaient plutôt bien. Alors pour donner un peu plus de style à l'ensemble, on a aussi récupéré la grille d'aération de la donneuse et le résultat est plutôt concluant. Il faut aussi savoir que si vous voulez conserver les panneaux de porte de l'anglaise, vous aurez une petite marque côté droit, car le bloc de commande des rétroviseurs est plus épais que le cache en plastique triangulaire. Par conséquent, il vaut mieux récupérer les panneaux de porte de la donneuse s'ils ne sont pas en mauvais état. Pour finir, il y aura encore une petite intervention à faire au niveau des phares arrière, car sur une anglaise, l'antibrouillard qui s'active est à droite au lieu d'être à gauche. Alors pour être dans la légalité, il va vous suffire d'activer le second anti-brouillard, et pour cela je vous invite à suivre ce tutoriel dont le lien se trouve dans le descriptif. Dans l'hypothèse où vous utilisez le faisceau électrique d'une française au lieu de dépioter le faisceau d'origine de l'anglaise pour inverser les prises des portières, il se peut que vous ayez un problème le jour où vous chercherez à ouvrir la serrure avec la clé. En effet, d'après ce que m'a dit Pat de la casse Pacific 986, tant qu'on ouvre avec la télécommande, ça se passe bien. Mais si on essaye d'ouvrir avec la serrure, la voiture considère que c'est une tentative d'effraction, car pour elle, la serrure est à droite et non à gauche. Du coup, il va falloir passer par le concessionnaire Porsche pour reprogrammer le boîtier. Alors, pour éviter ce genre de problème, l'autre solution va être tout simplement de récupérer l'ensemble du faisceau de la donneuse avec toutes les options, le compteur et les deux boîtiers informatiques, celui qui est sous le siège et celui qui est dans le coffre. Ça va donc impliquer de retirer la capote pour récupérer le faisceau, mais aussi d'aller jusqu'au phare et aux roues pour récupérer l'ensemble des câbles, ce qui n'est pas une mince affaire. L'autre point important à vérifier, c'est de bien avoir la même motorisation, car si vous utilisez un calculateur de 3,2 litres pour piloter un moteur de 2,7 litres, je doute que ça se passe bien.
Enlever les deux calculateurs ainsi que tout le faisceau électrique est justement ce que nous avons dû faire sur la voiture de Tori, car nous n'avions tout simplement pas le choix étant donné que ces voitures n'étaient pas de la même génération sur le plan électrique. Alors si à ce stade de la vidéo vous n'avez toujours pas renoncé à l'idée de changer le volant de place, ce qui suit devrait terminer de vous achever. Étape 3, tout remplacer. Si vous avez une donneuse qui est de la même année avec le même moteur, vous pourrez récupérer les deux boîtiers informatiques et le faisceau en allant jusqu'au capteur ABS et son lambda. C'est long, mais pas infaisable. Par contre, si vous avez une donneuse qui n'est pas de la même génération, alors ça va devenir beaucoup plus compliqué. Par exemple, sur l'anglaise de 2000, il y a au niveau du frein à main un câble qui passe sous le châssis pour aller jusqu'au filtre à carburant, filtre qui n'est pas présent sur la donneuse à cet endroit. Dans le même ordre d'idée, on peut être amené à changer des choses totalement inattendues, comme par exemple les enrouleurs de ceinture. Sur le modèle anglais de 2000, il n'y a pas de câble qui arrive dessus, contrairement à la donneuse de 2002. C'est pareil pour la capote. Tori avait vendu la capote de sa donneuse en pensant que c'était la même. Or, ce n'est pas le cas. Le système électrique est différent. Sur l'anglaise de 2000, il y a un interrupteur supplémentaire dans l'armature qui informe quand la capote est ouverte ou fermée, interrupteur qui n'est pas présent sur la capote de la donneuse. J'avais détaillé cette problématique dans ce tutoriel dont le lien se trouve dans le descriptif. Mais en gros, pour faire simple, il ne faut vendre aucune pièce de votre donneuse tant que la transformation n'est pas terminée. Au final, prendre une anglaise pour la convertir en conduite à droite est un non-sens économique. Autant la revendre et ajouter un peu plus pour s'offrir une Boxster avec le volant du bon côté, d'autant plus qu'en théorie, il faudrait réhomologuer la voiture, ce qui est chronophage et coûteux. Cela dit, dans le cas de Tori, la démarche a un peu plus de sens, car lui possédait déjà une française en parfait état mécanique, dont il avait tordu le châssis suite à un choc latéral avec un trottoir. Il a ensuite trouvé une anglaise pour un prix dérisoire, car elle avait un moteur cassé. Du coup, la transformation était économiquement viable, d'autant plus qu'il a récupéré une bonne partie du prix de l'anglaise en vendant les pièces détachées qu'il avait en double. Le seul point discutable de l'opération fut le changement du moteur. Comme il n'avait pas de pont élévateur, il s'est débrouillé avec les moyens du bord, et comme le prouve cette photo, il a fait preuve d'une bonne dose de créativité et d'une pointe d'inconscience. En parlant d'inconscience, évitez d'être trop confiant avec la météo. On a démonté l'anglaise dehors, et quand j'ai fait remarquer à Tori qu'on devrait peut-être remettre la capote et bâcher la voiture avant d'aller se coucher, il m'a répondu « Hé, on est dans le sud ici, tu crois quoi, qu'il va pleuvoir, hein ?» Donc même si la météo est bonne ou annoncée comme telle, putain mettez une bâche avant de vous coucher, sinon à 6 h du mat vous allez devoir courir pour la reboucher cette voiture. L'habitacle était plein de flotte et le boîtier informatique était noyé. Fort heureusement, c'était ceux de l'anglaise, car on n'avait pas encore eu le temps d'installer ceux de la donneuse. Sinon, autant vous dire que le projet serait tombé à l'eau au sens propre, comme vous figurez. La météo n'est pas le seul point sur lequel Tori a été un peu trop confiant. Au départ, il pensait que 3 ou 4 jours suffiraient pour faire la transformation. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, il a réalisé qu'il faudrait bien plus qu'une semaine. Et finalement, après avoir tout remonté, il m'a avoué que jamais il ne se serait lancé dans un tel projet s'il avait su le travail que ça impliquait. Et curieusement, cette remarque est le point commun de tous ceux qui m'ont fait un retour sur cette transformation. Au final, si après avoir vu cette vidéo vous voulez quand même vous lancer dans un tel délire, ne le faites surtout pas pour des raisons économiques car c'est un non-sens. La seule raison valable pour faire une telle transformation, c'est uniquement le plaisir de relever des défis. Allez, à la prochaine!